Eh bien, mesdames, messieurs, restez à l'antenne du Canal 4. La télévision communautaire de Saint-Thomas, Gérardville et Normandin présentera votre émission dans quelques instants. La télévision communautaire présente aujourd'hui Coup d'œil sur la semaine. L'achat chez nous. Le Club Jeunes du Monde vous parle d'un pays d'Amérique latine, le Paraguay. Œillets et chrysanthèmes. Vie étudiante. Adolescents et catéchèses. La pastorale au cégep. Et pour terminer, une rencontre avec la FEAS de Gérardville. Eh bien, mesdames, messieurs, le Canal 4 débute avec les informations de la semaine. La Voix du Lac-Saint-Jean recueille à la suite du départ de M. Aurélien Leclerc, un journaliste, je dis bien, très prometteur si l'on en juge par sa ténacité. M. Alain Mayotte. Originaire de Normandin, nous souhaitons à M. Mayotte une bonne chance comme rédacteur en chef à ce journal. Le deuxième numéro de la revue étudiante Pravda paraîtra lundi le 22 mars. On peut se le procurer auprès des étudiants à l'école secondaire. Eh bien, à la télévision de Radio-Canada, on vous annonce, je dis bien pour mardi le 23 mars à 20h, une émission intitulée « Au pays des Bleuets ». 2 films de l'ONF seront alors présentés. Il s'agit de « Un lendemain comme hier » et « En ce jour mémorable », tourné dans la région racontant la vie d'ici. C'est à ne pas manquer à la télévision de Radio-Canada, mardi le 23 mars à 20h. La télévision communautaire a reçu la semaine dernière une lettre qu'elle tient à communiquer sur les ondes. Il s'agit d'une dame demeurant à Ottawa qui lance l'appel suivant. Et je cite, « Cher Monsieur Villeneuve, un couple ami m'a donné votre nom et celui de Claude Ouellette parce que je désire aller passer l'été dans une communauté de la province de Québec. Je voudrais que mes enfants soient dans un milieu canadien-français afin qu'ils apprennent à parler le français et que moi-même j'améliore le mien. Si possible, je voudrais être en pension dans une famille qui habite une ferme, ou bien dans une maison ou un chalet près d'autres familles. Je suis veuve et j'amènerai 4 ou 5 de mes enfants âgés de 6 à 15 ans. Le couple qui m'a fourni ces renseignements m'a bien recommandé l'hospitalité des gens d'ici et le beau paysage autour de Normandin. Ils ont pensé que si je vous écrivais, vous auriez la bonté de suggérer quelques noms de familles à qui je pourrais écrire ou encore le nom d'un journal où je pourrais insérer une annonce. Je serais reconnaissante de vos suggestions, bien à vous, et c'est signé Madame Marion Kellerman, Ottawa, Ontario.
Alors, c'est un appel qu'on vous lance en vous citant cette lettre. Cette dame cherche en effet quelques contacts avec la paroisse ici, les gens qui y habitent. Alors, tous ceux qui seraient intéressés à lui répondre, à lui tendre la main, alors on vous laisse son adresse. Il s'agit de Mme Marion Kellerman, 1179 Bonnie Crest, Ottawa 5, Ontario. Et maintenant, pour faire suite, les cours offerts par l'éducation permanente aux cultivateurs prendront fin le 26 mars prochain. Ces cours se donnaient à Saint-Méthode et près de 130 étudiants adultes couvrant tout le secteur Louis-Aymon y ont participé activement. Une soirée dansante aura lieu le 26 mars au manoir La Calèche de Saint-Félicien. Pour ça, les étudiants et leurs dames sont invités à cette clôture des cours qui se sont donnés à Saint-Méthode. Les filles d'Isabelle de Normandin nous annoncent un grand défilé de mode du printemps pour mercredi le 31 mars prochain. Les mannequins seront habillés et coiffés par les maisons suivantes. Madame Lucien Bouchard, confection pour dames. La mercerie Chic Copain enregistrée, confection pour hommes. Madame Roch Trottier, confection pour enfants. Salon Tony, coiffure pour hommes. Salon Claudie, coiffure et perruque pour dames. Réal Boulanger, photographe et bijoutier, ainsi que Madame Lise Lefebvre, esthéticienne visagiste. La soirée débutera à 8h30 et le prix d'entrée sera de 1 $. Un orchestre fera les frais de la musique et un cocktail sera servi à toutes les personnes présentes. C'est donc une invitation à vous procurer immédiatement vos billets et à assister nombreux et nombreuses à cette parade à l'Hôtel Central de Normandin le 31 mars. Eh bien, l'élection de M. Louis-Ovid Bouchard au poste de préfet du comté de Lac-Saint-Jean-Ouest est maintenant connue de tous. Lors d'une séance tenue lundi le 28 mars, M. Bouchard a manifesté l'opinion que Chibougamau et le Grand Nord devraient être rattachés au comté Roberval, advenant la révision de la carte électorale. M. Robert Lamontagne, pour sa part, s'oppose à cette fusion vu le caractère purement minier du secteur concerné. Un mémoire serait présenté en juin ou en septembre à l'effet que le Conseil exigerait un conseil de révision de la carte pouvant mener, en partant de l'opinion du maire Bouchard, à une division du comté rattachant Chibougamau au nord du comté Roberval. Le 14 mars, soit dimanche dernier, le mouvement des femmes chrétiennes de Normandin organisait pour les membres une retraite au chalet de la pastorale. Une quarantaine de personnes étaient présentes pour participer au programme de la journée présidée par Monseigneur Roland Potvin. Dans ce domaine, comme le souligne Mme Estelle Lévesque, secrétaire de l'organisme, on ne peut jamais être assuré d'un succès tant qu'on ne puisse en voir les résultats. Il est à noter que sur demande d'un groupe de dames, le mouvement offre la possibilité d'organiser d'autres retraites semblables. Eh bien, au conseil municipal de la Corporation de Saint-Edmond-les-Plaines, on a résolu dernièrement à l'unanimité d'adopter une résolution d'amendement au règlement numéro 38 concernant le renouvellement du solde non amorti sur un emprunt effectué il y a 6 ans. Avec la permission du ministère des Affaires municipales, la Corporation remettra un montant de 5 500 $ provenant de surplus accumulés et la balance due, soit 10 000 $, sera empruntée de particuliers sur des billets à demande d'intérêt de 8 % remboursables en 10 ans. Ceci permettra d'économiser un montant très appréciable. Les nominations suivantes ont aussi été faites. Les évaluateurs seront messieurs Raymond Bernard, René Bernard et David Gauthier. Inspecteur municipal, M. Lucien Martel, et l'inspecteur agraire sont messieurs Joseph Boudreau et Paul Vézina. Le Conseil canadien de la sécurité, en collaboration avec la Jeune Chambre de Normandin, offre à toute la population un cours de conduite préventive qui permettra d'améliorer vos capacités en mettant en pratique les méthodes de prudence et de sécurité adoptées par les chauffeurs professionnels. Venez vous inscrire lundi soir, le 22 mars 1971, entre 7h et 9h au pavillon de l'école secondaire de Normandin. Les cours débutent le lendemain, mardi, le 24, à 8h au même endroit, local 303. Pour renseignements supplémentaires, téléphonez au numéro suivant, 274 24 37. Eh bien, le journaliste Pierre Graveline de la revue Point de Mire était de passage à Normandin il y a quelques jours pour préparer
un article sur la télévision communautaire. On pourra donc lire cet article dans un des prochains numéros de la revue Point de mire. Il est à noter un petit fait ici qu'on nous rapporte le taux des naissances dans le secteur pour l'année 1970. À Saint-Edmond, on compte 4 nouveaux habitants. À Saint-Thomas, 2. Maintenant, ce chiffre n'est pas vérifié. À Normandin, 65. Albanel, 32. Girardville, 32. Et Saint-Méthode, 10. Alors, c'est dire que les gens, ça augmente encore. Eh bien, il ne faut pas se décourager car avec ce qui s'en vient, la population est appelée à grandir ici dans le secteur et espérons-le assez rapidement. Eh bien maintenant, en ce qui concerne la construction de la polyvalente de Normandin, les travaux vont bon train. Déjà, l'on peut voir de gigantesques machines à l'œuvre, ainsi que plusieurs hommes qui vaguent déjà leur occupation. Il est heureux de voir que parmi les sous-traitants se trouve un contracteur de Normandin. Il s'agit en l'occurrence de Tremblay Ready-Mix, ou si vous le préférez, le béton préparé Tremblay. Pour ce faire, l'on peut voir un immense plan de préparation de béton non loin de la polyvalente, car il y aura beaucoup de ciment dans cette construction. L'on sait que tous les autres contracteurs sont de l'extérieur. Par ailleurs, dans cette construction, une chose ne semble pas aller bon train. L'agitation prend de l'ampleur au sujet des travaillants, car l'on sait que le gouvernement a légiféré dernièrement de nouveaux règlements en ce qui concerne les engagements, les compétences, ainsi que le nombre d'heures pour être éligible au titre de spécialiste de la construction. Depuis quelques jours, quelques personnes ont élevé la voix contre certains hommes qui travaillent présentement à cette construction. La cause en est que des ouvriers compétents, qui présentement sont sur le chômage, se sont vus refuser ou remis à plus tard leur engagement. Selon les dires de certains ouvriers journaliers, ce sont les gros cultivateurs qui sont les premiers placés au détriment de ceux qui vivent avec leur métier de journalier, je dis bien, ou d'ouvrier. Eh bien, c'est un déroulement à surveiller, mesdames, messieurs. Au Canal 4, nous vous donnerons de plus amples informations. Le grand cycle ordinaire s'en vient. Oui, en effet, le grand cycle ordinaire sera à Normandin, mercredi soir prochain, au cinéma Le Foyer, à 8 h. Le grand cycle ordinaire présentera ce soir-là une pièce extraordinaire, T'es pas tannée, Jeanne d'Arc? Tous les critiques du Québec s'accordent pour dire qu'il s'agit là d'un spectacle exceptionnel. On peut se procurer des billets pour la modique somme de 1 $ chacun au secrétariat de l'école secondaire, au Café Marcel ou auprès de l'un des représentants du Grand Cirque qui aura le plaisir de vous inviter. À qui s'adresse le Grand Cycle ordinaire? À tous les publics, aux jeunes, étudiants, universitaires, aux adultes aussi qui désirent prendre une part active dans la vie sociale. Le Grand Cycle ordinaire offre la possibilité d'échange, une animation stimulante, constructive et surtout objective. Il offre sa collaboration à tous ceux qui veulent que ça bouge. Donc, le Grand Cycle ordinaire travaille à promouvoir la vie sociale, culturelle et intellectuelle. Ils travaillent pour vous et avec vous. Venez les aider en assistant à leur spectacle le 24 mars à 8 h au cinéma Le Foyer de Normandin. Le Grand Cirque ordinaire sera là, il vous attend. Eh bien, dans la même veine, le comité culturel de Normandin annonce pour le 26 mars, à la salle du Club Cosmos, le monologuiste Jean Loup. C'est un spectacle à voir. Le prix d'entrée sera de 1,25 $ pour les adultes et 75 cents pour les étudiants. Spectacle à 20h30, vendredi le 26 mars. Une danse terminera la soirée. Invitation à tous. Je répète, à 20h30, vendredi le 26 mars. Eh bien, mesdames, messieurs, le Canal 4 vient de vous présenter ses plus récentes informations. Et au nom de Mademoiselle Marie-Marthe Frigon et de Monsieur Ghislain Deschênes, informateur, bonsoir. Il nous reste maintenant un petit message. Voici, soucieux de développer le commerce dans le secteur, plusieurs commerçants ont entrepris, avec la collaboration de la télévision communautaire, une campagne d'achat chez nous. Claude Ouellette et Gilles Quentin vous parlent de ce
Participer à l'achat chez nous, c'est participer au développement économique de notre secteur. Par l'augmentation du revenu de la taxe de vente, 2% de la taxe de vente revient aux municipalités. C'est aussi participer au financement de la télévision communautaire et c'est également participer à un tirage de 100 $ par semaine. Bonjour, Claude Ouellette. Bonjour, chers téléspectateurs, Gilles Quentin. Alors, nous sommes venus vous parler aujourd'hui d'un système de promotion de l'achat chez nous. Un projet qui a été mis en marche par la télévision communautaire, projet qui prend naissance actuellement, qui est en train de se mettre sur pied. Alors, vous avez entendu tout à l'heure 4 principales raisons pour participer à la promotion de l'achat chez nous. C'est un beau projet qui a pas mal d'envergure. Vous vous demandez probablement pourquoi ce projet-là est né. Depuis que la télévision communautaire existe, plusieurs fois, vous nous avez demandé quelle était notre source de financement. Nous en avons découvert une. Il peut y en avoir d'autres sources de financement. En tout cas, celle-là peut en être une. Alors, ceci est né d'une rencontre avec la Jeune Chambre et le maire de la paroisse de Normandin, qui les incitait à prendre en main la promotion de l'achat chez nous. Après avoir rencontré les gens de la Jeune Chambre, nous nous sommes entendus avec eux pour que la télévision communautaire prenne en main la promotion de l'achat chez nous. Alors, c'est donc dire que nous avons rencontré des marchands, de Normandin d'abord, parce que ce sont eux qui ont eu l'initiative. Nous avons rencontré par la suite, et cette fois, c'est nous qui en avons pris l'initiative, de rencontrer et d'inviter tous les marchands du secteur de Normandin. Nous avons envoyé pour cette rencontre au moins 140 invitations par écrit. À cette réunion qui a eu lieu à Saint-Edmond, bon nombre de commerçants se sont rendus. Alors, nous avons échangé sur les possibilités d'organiser un système de promotion. Il y a eu une deuxième rencontre. Cette fois, une rencontre qui a été organisée par les marchands eux-mêmes. Rencontre qui a eu lieu à Albanel. Alors, la télévision communautaire, pour la deuxième rencontre, n'a pas fait les invitations, ce sont les marchands qui l'ont fait. Alors, ceci, c'est pour préciser, pour pas qu'il n'y ait de malentendus, parce qu'il y en a eu un petit peu. À cette rencontre, nous nous sommes entendus sur des modalités pour l'administration du projet de promotion de l'achat chez nous. Peut-être qu'à ce moment-ci, Gilles pourrait vous lire la lettre d'entente qui est intervenue entre les marchands du secteur et la télévision communautaire. Vous allez peut-être entendre souvent de fois le mot normandin. Mais n'en déplaise à certains, je n'ai pas inventé, puis la télévision communautaire n'a pas inventé non plus le mot normandin pour le secteur de Normandin. Alors même si on parle souvent de secteur de Normandin, on ne nomme pas les autres paroisses, mais soyez assurés que quand la télévision communautaire fait quelque chose, elle le fait pour l'ensemble du secteur, même si il s'appelle le secteur de Normandin. Alors Gilles, tu pourrais peut-être lire la lettre d'entente qui est intervenue entre la télévision et les marchands. Oui, en effet. L'entente se lit comme suit. La télévision communautaire du secteur de Normandin s'engage à participer au développement économique du secteur de Normandin en faisant la promotion de l'achat chez nous par, premièrement, la réalisation d'émissions destinées à faire l'éducation à l'achat chez nous. Ces émissions ne prendront donc pas la forme de réclame commerciale, mais une forme d'éducation des citoyens à l'achat chez nous pour les inciter à participer au développement et à l'économie du secteur. Deuxièmement, par l'organisation d'un tirage hebdomadaire de 100 $ par semaine.
Le tirage aura lieu tous les jeudis, entre 12h et 18h au studio de télévision, devant la caméra et en présence d'un officiel. Les profits du tirage iront au financement de la télévision communautaire du secteur de Normandin. Le marchand sous-signé s'engage à participer à la promotion de l'achat chez nous premièrement, en achetant à 1/4% de la valeur marchande les billets servant au tirage organisé par la télévision communautaire. Deuxièmement, en donnant à tous ses clients un billet de tirage pour chaque dollar d'achat dans son commerce. Disons qu'ici, je reviens premièrement, là, je me reprends, au lieu de 1/4 de 1%, c'est plutôt 1/2 de 1%. Je pense qu'il y a une erreur ici d'impression. Alors voilà là, le texte de l'entente, la forme de l'entente qui est prise avec les marchands pour le financement. C'est ça. Alors, la télévision communautaire étant un outil au service de la communauté, a cru bon de donner aussi ce service-là, même si ça peut lui rapporter quelques dollars. Parce qu'on a fait des constatations à partir des rencontres avec les marchands que beaucoup de gens du secteur vont acheter à l'extérieur du secteur. Puis, ceci, évidemment, a des influences sur le commerce de chez nous, sur la taxe de vente qui revient aux municipalités également, sur le nombre d'emplois qui sont disponibles dans le secteur. Alors, vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être que vous pourriez vous poser la question aussi. Est-ce que moi, j'achète suffisamment chez nous? Est-ce que je participe suffisamment au développement économique de mon secteur? Si on veut être autonome, si on veut que notre économie se développe, il faut que chaque individu en prenne un peu la responsabilité. Alors, c'est un petit peu pour ça que la télévision communautaire s'est dit, elle a quelque chose à faire dans ce sens-là. Elle peut faire un petit peu d'éducation, elle peut aider un peu à l'économie. Vous avez sans doute remarqué qu'il va y avoir autant que possible, régulièrement, des émissions sur l'achat chez nous. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, lors de ces émissions, on invitera certainement les conseils municipaux à venir donner leur point de vue, même s'ils nous l'ont déjà donné à nous individuellement lors de certaines rencontres. Mais on les invitera à venir donner leur point de vue à la télévision, pour que vous sachiez qu'est-ce qu'eux en pensent. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui aimeraient aussi leur donner leur opinion. Ce sera peut-être possible d'en organiser des rencontres pour que vous puissiez vous exprimer. J'aimerais ajouter quelque chose aussi. Vas-y donc. Vous savez, les gens du secteur de Normandin, notre affaire, je pense bien que c'est à nous autres de la prendre en main. La télévision communautaire, je pense que ça peut être un moyen. C'est-à-dire, c'est pas une découverte, là. C'est sûrement un moyen d'éducation. Un moyen qu'on pourra utiliser pour faire plutôt l'éducation à tous les niveaux. Et puis, vis-à-vis notre commerce, vous êtes, je pense bien, au courant qu'il y a une partie de la taxe de vente, soit 2%, qui est redistribuée aux municipalités du secteur en fonction des ventes qui sont faites dans le secteur. Si on part du principe qu'on doit s'occuper de notre affaire, de notre économie, si on veut la prendre en main, je pense que c'est important pour nous autres de commencer par, autant que possible, penser à acheter chez nous. Et puis, avec ce mode de financement-là, du même coup, nous contribuons à alimenter le financement de la télévision communautaire, tout au moins pour le rouage, le financement qu'elle a besoin pour son rouage, la télévision communautaire. De cette façon-là, la charge devient distribuée sur le dos de tous les citoyens et non d'une classe bien particulière de notre population du secteur. Ça ne coûte pas plus cher aux marchands parce qu'ils font déjà de la publicité à l'extérieur. Alors, c'est de l'argent qui sort de l'extérieur, qui sort du secteur, qui s'en va à l'extérieur. Alors que si c'est organisé par, chez nous, la télévision communautaire, c'est de l'argent qui continue de circuler dans notre secteur. Alors, il y a un tirage de 100 $ par semaine
C'est un tirage qui se fait à l'intérieur du secteur. Ça veut donc dire qu'au cours de l'année, il y a au moins 5 200 $ qui retournent à la population. Oui. C'est important. Mesdames, je m'adresse à vous particulièrement. Exigez de vos marchands vos billets de participation. Vous savez, c'est quand même intéressant, je pense bien, c'est de participer à un tirage hebdomadaire de 100 $. Ça revient tous les semaines. En exigeant, il ne faut pas se le cacher, vos billets de participation de vos marchands, ben, du même coup, vous invitez vos marchands à participer également à cette affaire-là. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris notre système. De toute façon, on reviendra certainement vous donner d'autres explications. Vous allez avoir la semaine prochaine probablement la liste des marchands qui pour le moment vont participer à la promotion de l'achat chez nous. Probablement que d'ici 1 ou 2 mois, tous les marchands auront été contactés et tous les marchands seront aussi des participants à la promotion de l'achat chez nous. Alors, nous vous donnerons leur nom dans les semaines qui vont suivre. J'avais d'autres choses à dire, il me semble que je l'ai échappé. En tout cas, de toute façon, les marchands qui participent vont être identifiés dans leur vitrine. Il y aura une carte que vous avez peut-être vue au début de l'émission. Nous participons à l'achat chez nous, dans notre secteur. Alors, cette carte-là va identifier le marchand qui participe à la promotion. Nous, on l'identifiera ici également à l'émission. On a dit que le tirage se ferait le jeudi entre 12h et 18h au studio de télévision, par conséquent en présence des caméras pour éviter tout ce qui peut y arriver, des doutes. Ça sera en présence d'officiels également. Peut-être que ce sera possible, quand le système sera pas mal rodé, d'aller chez les marchands où il y a le gagnant. Si c'est celui qui a gagné est une personne de Gérardville qui a acheté dans un magasin de Gérardville, peut-être qu'il sera possible à ce moment-là de s'organiser pour aller faire un tour chez lui. Ça demeure dans le domaine du possible. Alors, nous vous laissons sur ces mots, en vous souhaitant bonne chance, puis en espérant que vous allez participer avec nous à la promotion de l'achat chez nous. N'oubliez pas d'exiger vos billets de participation. C'est ça. Au revoir. Bonjour. Nous avons parmi nous l'abbé Maurice Lebel de Québec, un ancien missionnaire au Paraguay. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre séjour au Paraguay? Je suis allé comme volontaire pour le diocèse du Québec dans l'œuvre de coopération qui a été organisée en 1960. Alors j'ai passé 2 ans au Paraguay comme attaché à une paroisse dans la banlieue de la capitale, à Asunción. Après ça, j'ai travaillé comme assistant au séminaire de Caacupé, dans une petite ville un peu plus loin. Et j'ai été curé enfin d'une paroisse rurale assez grande, où on pouvait vivre vraiment la vie des gens du Paraguay. Vous avez dû d'abord faire une préparation avant d'y aller. Oui, c'est très important cette préparation parce que nous, en Amérique du Nord, on vit dans un milieu tellement différent, alors il faut se débarrasser de tous ces préjugés. On m'a envoyé au Mexique, en particulier à Cuernavaca, à l'Institut de recherche qui a été fondé par Ivan Illich. Et là, durant 4 mois, j'ai fait des études sur la langue espagnole, ensuite sur la culture latino-américaine,
On a fait des expériences dans le milieu. On s'est mis en état de recherche pour se préparer à recevoir toutes ces valeurs, les richesses qu'on allait aborder là-bas en Amérique du Sud. Mais vous devez avoir trouvé cela assez difficile parce que je trouve qu'une préparation, d'abord, ça montre beaucoup d'exigences. C'est une préparation très intensive parce que dans 4 mois, on a étudié la langue à peu près à raison de cours de 5 heures par jour. Ensuite, on travaillait parfois 12 heures par jour pour suivre toutes les conférences, pour rencontrer les gens du milieu. C'est une préparation qui demande beaucoup de travail, mais pour laquelle on est très motivé, parce que ce sont des choses qu'on réalise, qui sont nécessaires d'inculquer dans sa propre personne avant d'aller là-bas. Pour aborder un autre monde, une autre mentalité, sans laquelle, qui avec la nôtre a des parentés, bien sûr, mais qui tout de même présente des grandes divergences. Sinon, on risque de juger ces gens-là à la légère et de jamais s'adapter. Ce qui est important là-bas, c'est de rester canadien, mais de s'adapter à une nouvelle culture. Qu'est-ce qui vous a frappé tout d'abord au Paraguay? Disons que j'ai eu l'impression d'entrer dans une autre époque, changer de siècle, parce que ce sont des gens qui retardent. Il y a diverses raisons à ce retard du développement, mais surtout le climat est très chaud. C'est un climat semi-tropical. C'est un pays qui est assez plat, parce qu'au Paraguay, il n'y a pas de montagne. On est de l'autre côté de la cordillère. Et puis, c'est un pays très accueillant. Vous n'avez pas eu des obstacles au point de vue, justement, qu'ils vous ont accueilli, pas en bras ouverts, mais est-ce qu'ils vous ont pas un peu, tout d'abord, rejeté, je veux dire, ils vous ont tout de suite inclus dans leur monde? Bien, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce sont des gens qui sont assez fermés de nature. Alors, ils prennent le temps de nous observer. Ils sont très polis. Alors, le premier accueil est bon. Mais par la suite, on sent le besoin de faire ses preuves et de leur démontrer qu'on va là pas pour les exploiter comme tant de gens l'ont fait, mais pour travailler avec eux autres à leur propre développement social, religieux, etc. Et quand ils nous ont adoptés après ça, eh bien, on s'en fait de très bons amis. Ce n'est pas dur d'entrer en conversation avec eux. Assez, parce que il faut saisir quelle est la mentalité, comment ils fonctionnent avant de pouvoir entrer. Ça prend du temps. Il ne faut pas se faire d'illusions. La période d'adaptation est longue. Comment marche le gouvernement là-bas? C'est un régime dictatorial qui est très fort et qui utilise l'armée pour se maintenir au pouvoir. On sait qu'au Paraguay, il y a 41% du budget national qui est consacré à l'armée, à la police et à la justice. Alors c'est un régime totalitaire où la liberté n'est pas très grande, où il y a de l'oppression, où il y a de la torture, même des camps de concentration. C'est moins connu qu'au Brésil, mais ça existe là-bas. Ce sont les hauts fonctionnaires qui emmènent le pays? Oui, parce que vous savez qu'il y a une classe privilégiée, 2% de la population qui possède les richesses, les pouvoirs, alors le reste de la population qui se partage entre un 8%, mettons, de commerçants, d'hommes d'affaires, une classe moyenne. Par la suite, on retrouve 90% des gens qui sont pauvres, qui sont exploités. Est-ce que ça ne fait pas une ségrégation sociale? Oui, mais c'est peut-être moins prononcé que dans d'autres pays. Parce que les richesses au Paraguay ne sont pas tellement grandes. Alors même les riches ne sont pas aussi riches qu'ailleurs. Quels sont les habitants? Est-ce que ce serait un pays seulement, comme vous dites, d'Espagnols? Je ne sais pas quels seraient les habitants. La mentalité des habitants, oui, peut-être? Ce sont des gens qui sont issus d'une race indienne très ancienne, aussi ancienne que les Incas du Pérou, les Guaranis. Alors, ils ont le sens de la communauté très développé. Ils sont très accueillants, ils pensent beaucoup aux autres, ils sont très charitables. Ce sont des gens qui ont une culture
un folklore qui est très riche. Et puis, ils parlent 2 langues au Paraguay. C'est un pays biculturel et bilingue. Ils ont le guarani, qui est la langue mère qu'on apprend à la maison, et l'espagnol, qui est la langue officielle du pays pour les affaires, pour le commerce, et qui s'enseigne à l'école. Mais ces 2 langues-là sont tout à fait différentes, et on dit du guarani que c'est la langue la plus poétique du monde. Vous les avez appris, ces 2 langues-là? J'ai étudié l'espagnol avant de m'en aller au Paraguay. Maintenant, le guarani, c'est une langue qui est très difficile à apprendre, alors j'ai eu à en apprendre un petit peu pour me débrouiller, mais pour la posséder, ça prend au moins 10 ans. Et malheureusement, je suis revenu au bout de 2 ans à cause de santé défectueuse. Maintenant, qu'est-ce que vous faites au Canada depuis votre retour? Bien, disons que je m'attends d'y retourner un jour, et entre-temps, on m'a confié la responsabilité de pastorale auprès des inadaptés dans un institut à Québec. Et j'ai été secrétaire de la Commission d'Amérique latine, parce que vous savez qu'en revenant de là-bas, on reste chargé de toutes les préoccupations. Et j'ai eu à travailler, établir un lien entre les missionnaires du Paraguay et les gens d'ici. Ensuite, je me suis occupé de faire des recherches pour renouveler mon bagage de connaissances et surtout recherche actuellement sur les médias de communication, ce qui me semble très important pour le développement de l'Amérique latine. Et donc, qu'est-ce que vous faites à Normandin? À Normandin, justement, on m'avait parlé de... Vous savez que votre expérience est connue de très loin, alors on m'avait parlé de cette expérience de télévision communautaire. Je suis venu voir, je suis venu vivre avec vous autres. Une expérience qui me paraît formidable et dans un milieu très sympathique. Une chose qu'il faudrait mentionner ici à propos du missionnaire qui est en congé, c'est que le missionnaire est comme un pont entre 2 cultures, entre 2 églises. Alors, même s'il est de retour au Canada, il continue d'être missionnaire, quoi. Et être missionnaire, c'est pas une spécialité, hein. C'est la chose la plus naturelle pour tout chrétien. C'est de sentir que l'Église a des préoccupations qui dépassent son milieu géographique. On est tous frères, on est tous chrétiens. Alors, on a, nous, comme missionnaires, à établir ces relations entre des groupes et transporter des valeurs. Au Paraguay, j'ai acquis des valeurs, je les ai rapportées ici au Canada. J'en acquiers ici au Canada, je retourne les transporter là-bas. Et donc, le mot congé serait faux dans Oui. le point de vue missionnaire? Oui, parce qu'un missionnaire en congé, à supposer qu'il pense seulement à repartir, a déjà de quoi s'occuper en faisant de l'animation missionnaire. Est-ce qu'il y a des rivalités entre les œuvres de mission ou de développement? Alors ça, c'est une question intéressante parce que parfois on entend dire, par exemple, que les œuvres qui se spécialisent dans le développement, comme toutes les œuvres affiliées à Carrefour Tiers-Monde, s'occupent exclusivement de développement social, alors que les missionnaires ne s'occupent que de développement religieux, que d'éducation religieuse. Ça me semble aussi un problème dans la mentalité des gens au Canada. Mais là-bas, c'est pas un problème, parce qu'on a toujours constaté que les missionnaires faisaient du développement en organisant des écoles, des hôpitaux, et que les coopérants qui sont engagés spécifiquement dans le développement s'occupent aussi de toute la personne, tant sur le plan moral et religieux. Et on se retrouve là-bas, missionnaires et coopérants, dans un état de collaboration étroite, et il n'y a vraiment pas de problème. Ce qui était à éviter quand on va travailler là-bas, c'est de vouloir transporter les institutions canadiennes et les implanter là-bas. Alors, pour éviter le colonialisme religieux, on doit faire bien attention de laisser la responsabilité des œuvres qu'on organise aux gens du pays où on travaille. Et surtout, ne pas organiser des choses avec eux qui dépassent leur capacité. Si par après on doit quitter et que les œuvres sont trop pesantes, alors ça devient un handicap pour leur futur développement. Vous vous entraidez, autrement dit, aussi quand même, oui, étroitement. Ah oui. Mais, vous savez, les missionnaires, les gens qui travaillent au développement en pays du tiers-monde, constituent une grande équipe, une grande famille où on se retrouve toujours avec un grand plaisir. Vous, personnellement, est-ce que vous pensez d'avoir apporté quelque chose de bon?
Pensez-vous, est-ce qu'ils vous attendent premièrement là-bas encore au paradis? Je reçois des lettres de temps en temps où les gens me disent, j'en ai eu encore une cette semaine ici à Normandin, ils disent on a hâte de vous revoir. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions, vous savez, ce qu'on apporte là-bas, c'est très peu, parce que ça faudrait rester toute une vie. Alors, ce que on rapporte, par exemple, ça c'est beaucoup. Je me suis enrichi beaucoup plus que j'ai pu les enrichir. Et ce qu'on apporte tout simplement à nos frères du Paraguay en particulier, c'est le témoignage de notre amitié, de notre sympathie, de notre vie chrétienne. Et il faut accepter de perdre son temps avec eux autres. Mais c'est ça pas. Je crois pas que c'est une perte de temps parce que. C'est parce que des fois on voudrait juger des résultats immédiats, mais ça c'est très difficile à C'est évaluer. à force de persévérance. Et d'ailleurs, il faut bien se dire qu'à un moment donné, on va tout laisser entre leurs mains. On est là pour un temps. On est des collaborateurs. Alors, il faut apprendre à se retirer tranquillement du travail où on s'est impliqué d'abord, pour leur laisser leur propre développement en main. Un missionnaire qui prend la relève d'un autre missionnaire, est-ce qu'il ne rencontre pas des obstacles? Alors bien, chacun a sa méthode de travailler, mais on travaille là-bas beaucoup en équipe. Alors, on planifie notre travail, on essaye d'enlever ce qui serait trop individualiste dans la fonction de travail. Ça ne pose pas de gros problèmes. Qu'est-ce que nous pourrions apporter, nous, à ces pays sous-développés en tant qu'étudiants, professionnels? Parce qu'on a le Canada, on sait que c'est un pays riche, les Oui. États-Unis. On s'imagine des fois qu'il faudra apporter beaucoup d'argent, mais en Amérique latine, ça s'est avéré quelque chose de manqué sur un certain rapport. Il faut d'abord s'intéresser à ces gens-là, à nos frères d'Amérique latine, et s'intéresser de telle façon qu'on désire les connaître et par la suite les aimer. Alors on ira à eux comme des frères et non pas comme des riches qui vont vers les pauvres. Pour finir, qu'est-ce que vous pensez du mouvement Club du Monde? Eh bien, je trouve que c'est un mouvement extrêmement intéressant, surtout pour développer cet intérêt vis-à-vis des pays sous-développés, ou disons plutôt des pays à développement rapide. Une note que je voudrais ajouter, c'est que tout ce qu'on peut faire actuellement au Canada pourrait les aider à former des chefs, ça me paraît souverainement important, afin qu'ils prennent en main leur propre développement. Et bien sûr, quand on envoie là-bas des gens, comme vous avez ici à Normandin, sœur Madeleine Genet, qui est la fille de M. et Mme Lucien Genet, elle est partie pour le Paraguay l'an dernier, au mois d'août, et c'est une personne qui va apporter beaucoup de collaboration, d'expérience. On peut envoyer des gens, envoyer des argents, et tout ce qu'on fait là-bas est bien reçu, du moment qu'on le fait avec esprit de partage. On vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Espérons qu'à Normandin, vous retirez un profit profitable. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des pelouses et surtout l'établissement d'une nouvelle pelouse. En premier lieu, il faut vous rappeler que la chose la plus importante est de débarrasser le terrain de tous les débris qu'il peut y avoir là-dessus, comme par exemple des briques, du vieux mortier, de la pierre, des bouts de bois. Tout, en fait, ce qui n'a pas son utilité sur le sol même. Une fois que vous avez débarrassé votre sol des débris, il vous faut vous assurer d'un bon égouttement. Bon égouttement qui peut venir par un sous-sol qui est drainé artificiellement avec des tuyaux de grès, ou qui peut être drainé naturellement par un sol en pente ou un sol plus ou moins poreux. Parmi les sols que vous pouvez utiliser, il est préférable de choisir un sol qui retiendra de l'eau, mais moyennement. Pour la raison très simple que si vous avez un sol qui retient beaucoup d'eau, vos plantes en souffriront, comme si vous avez un sol sableux, eh bien, à ce moment-là, vos plantes manqueront d'eau. Disons que pour ceux qui ont beaucoup d'argile, car c'est un fait ici dans la région de Normandin, les gens ont beaucoup d'argile sur leur terrain, il y a une possibilité, c'est qu'à ce moment-là, vous incorporez à l'intérieur de l'argile beaucoup de fumier pour l'aérer. Et en même temps, ça augmentera le pouvoir de rétention d'eau de l'argile.
Donc, une fois, vous avez aussi la terre noire qui est très utilisée, terre noire à laquelle vous allez incorporer un peu de sable pour la drainer, si vous voulez, un petit peu plus. Donc, une fois que vous avez choisi votre sol, que ce soit de l'argile ou de la terre noire, on évite de toute façon le sable pur, qui a très peu de principes fertilisants, qui retient très peu d'eau. Alors, une fois donc que vous avez choisi votre sol, vous devez maintenant l'étendre et vous devez préparer ce qu'on appelle une couche de semis, c'est-à-dire un sol qui est meuble, sur une profondeur de 4 à 6 pouces. Pour faire cela, vous pouvez soit labourer, soit hercer votre sol, ou si vous avez une plus petite quantité ou une moins grande surface, eh bien, vous pouvez passer un râteau. Mais une condition essentielle qu'il faut bien réaliser, c'est de rouler après chaque ameublissement. Alors, disons que vous étendez une certaine quantité de sol, vous le hercez ou vous l'ameublissez au râteau, et immédiatement après, vous roulez. Et vous recommencez un râtelage, un roulage. De sorte qu'après un certain temps, vous réussirez à bien ameublir votre sol et vous éviterez cependant de créer des trous où l'eau pourrait se ramasser et pourrait faire périr certaines plantes qui sont moins tolérantes pour un surplus d'humidité. Alors, une fois donc que vous avez préparé votre couche de semis en râtelant ou en ratissant, vous devez maintenant faire le semis. Le semis doit se faire au bon moment, c'est-à-dire qu'on doit éviter autant que possible de semer trop tard. Alors, pour ce faire, dans la région ici, vous semez dès que le sol est réchauffé. Il est sûr qu'au moment où vous allez semer, vous allez avoir sélectionné aussi différentes sortes de graines qui seront adaptées aux pelouses. Petit conseil en passant, vous devez éviter d'utiliser de la graine de mie ou de la graine de trèfle ou de luzerne. Ce qu'on achète communément sous le nom de mélange A ou mélange B ou peu importe l'appellation que vous lui donnez. En fait, ce sont des plantes pour les prairies et pâturages qui très souvent vont tolérer mal une coupe qui sera assez sévère parfois l'été. Alors, il se vend des plantes spécialement préparées pour ça, pour les gazons. Alors, vous devez utiliser à ce moment-là des plantes comme la fétuque, le régras, des plantes qui ne sont que des plantes à gazon. Alors, vous retrouverez, par exemple, dans un mélange idéal, des plantes qui toléreront le piétinement, des plantes qui toléreront la tonte sévère, d'autres plantes qui pourront tolérer l'humidité ou la sécheresse, l'ombrage ou le soleil. Alors, vous faites un mélange de toutes ces plantes que vous pouvez vous procurer assez facilement dans une coopérative. Une fois que vous avez donc choisi votre mélange, vous semez au printemps, aussitôt que le sol est prêt. Pour éviter maintenant de faire des trous dans le sol que vous venez juste d'ameublir, il est bon d'utiliser une planche large sur laquelle on va marcher pour ne pas occasionner de dépression dans votre terrain. Il faut vous rappeler aussi qu'il faut semer dans les deux sens. Alors, vous semez en longueur de votre champ et vous semez aussi en largeur pour avoir une pousse qui sera plus dense. Pour semer, vous pouvez utiliser des petits semoirs qui sont fabriqués à cette fin, ou vous pouvez semer ça à la volée en essayant d'en mettre le plus également possible. Alors, une fois donc que vous avez semé, il vous faut enterrer très délicatement votre graine de gazon, et très peu en même temps. Alors, vous vous servez d'un balai à feuilles, vous savez, c'est ce genre de balai avec des bandes métalliques dont on sert pour ramasser les feuilles. Alors, vous utilisez ce balai, mais renversé pour couvrir quelque peu la graine. Maintenant, vous allez me dire, eh bien, on va être 3 semaines ou 1 mois, le temps normal de la germination et de la pousse. On va être tout ce temps-là sans avoir de verdure. Mais vous avez une solution, c'est qu'une fois que vous avez semé vos plantes de gazon, vous mettez à la surface du sol de l'avoine et vous en mettez en quantité. C'est pas gênant. Cette avoine que vous allez semer va d'abord servir de plante-abri, c'est-à-dire qu'elle va protéger contre les rayons trop ardents du soleil, les jeunes plantes que vous venez de semer. Et en même temps, l'avoine va vous donner un gazon vert dans l'espace de 10 ou 15 jours, ce qui aura nécessairement beaucoup plus belle apparence.
Ce qui arrive à l'avoine maintenant, c'est qu'après 2 ou 3 tontes, elle ne poussera plus. L'avoine est une plante qui ne tolère pas les tontes rases et les tontes successives. Alors, au moment où l'avoine mourra, eh bien, vous aurez à ce moment-là votre gazon qui sera bien établi en dessous et les racines, de même que les quelques tiges d'avoine qui peuvent rester, vous donneront de la matière organique qui servira à engraisser votre sol. Alors, une fois que vous avez semé, il importe maintenant d'arroser. Vous devez arroser copieusement et ne jamais laisser sécher votre sol. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez noyer vos graines qui sont là. Alors, vous arrosez copieusement pendant la première semaine ou les premiers 10 jours jusqu'à temps que vos plantes soient bien établies. Vous tondez maintenant qu'au moment où votre gazon ou l'herbe que vous avez semée atteint à peu près 2 pouces à 2 pouces et demi de hauteur. Il n'est pas bon de couper avant parce que la plante n'est pas encore assez vieille pour supporter une tonte. Et par contre, si vous attendez trop tard, à 3 ou 4 pouces de haut, la plante perd beaucoup de son énergie à ce moment-là parce que vous la privez momentanément de la majeure partie de ses feuilles. Alors, vous êtes obligé d'apporter un correctif, par exemple, par fertilisation par après pour essayer de redonner à ces plantes de la vigueur qu'elles ont perdue momentanément. Pour ce qui est de la fertilisation, bien, au moment où vous préparez vos sols, vous utilisez un engrais comme de la 10-6-4 ou de la 12-6-6. C'est un engrais, remarquez que vous en avez beaucoup d'autres, pour tout simplement augmenter la teneur en fertilité de votre sol. Pour être plus sûr, vous pouvez vous adresser au laboratoire de sol du ministère de l'Agriculture qui, eux, vous feront une analyse sûre et vous recommanderont un engrais dans les quantités dont vous avez besoin pour avoir un bon établissement de pelouse. Vous avez maintenant une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'engazonnement. C'est qu'au lieu de semer des plantes, vous utilisez de la tourbe. La tourbe, c'est ce qu'on rencontre régulièrement dans les grosses villes. C'est tout simplement des galettes, si vous voulez, de terre, c'est-à-dire de terre, oui, et de gazon qu'on coupe à raison de peut-être 10 ou 12 pouces de large sur 3 ou 4 pieds de long et qu'on plaque sur le terrain. Alors, on prépare le sol de la même façon comme pour semer et on met ces bandes engazonnées sur le sol, on les foule et on les arrose. C'est sûr que de cette façon, vous avez un gazon vert instantanément. Vous commencez le matin et la partie que vous avez finie le soir, bien, cette partie-là est entièrement verte et avec une pelouse. Mais ça va de soi que les premiers temps, on doit éviter de piétiner et surtout de tondre trop sévèrement ces terrains nouvellement engazonnés. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle que nous avons une formule de courrier à Heuillère-Chrysanthème, case postale 130, Normandin. Je vous dis au revoir et je vous invite la semaine prochaine. Veuillez garder l'antenne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous vous reviendrons dans 1 minute environ.